Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à cette session. On va parler de la modernisation des systèmes de paiement de manière sécurisée sur AWS. Pour le déroulé de cette session, je vais tout d'abord commencer par dresser le tableau avec l'état actuel des systèmes de paiement, quels sont les challenges et les difficultés que rencontrent les établissements financiers, notamment les banques. Je vous partagerai également quelques recommandations, suggestions et bonnes pratiques que vous pouvez vous approprier pour mettre en place dans vos infrastructures par la suite. Je passerai la main ensuite à ma collègue Rim, qui se présentera juste après, pour aller un peu plus dans le détail technique, vous partager des cas d'usage précis, vous partager des références d'architecture, mais également vous partager des références clients qui ont pu moderniser leurs infrastructures, notamment leur système de paiement sur AWS. Ensuite, nous avons la chance d'avoir Nicolas Borde de Trésor, filiale de la Société Générale, qui va nous partager le retour d'expérience de Trésor, qui a non seulement migré ses infrastructures vers AWS, mais a surtout modernisé son système de paiement en utilisant les services managés d'AWS. Pour ma part et pour me présenter, je m'appelle Abderrahim Benaza, je suis architecte de solutions chez AWS depuis maintenant un peu plus de 4 ans et demi. Je travaille principalement avec les établissements financiers, notamment les banques, mais également les assureurs. Et mon rôle, c'est justement de les aider pour se transformer en utilisant le cloud AWS. Je me concentre principalement sur les sujets techniques et technologiques. Alors, quand on regarde, en tout cas, les systèmes de paiement sont des systèmes qui sont les plus sensibles et les plus critiques dans un établissement financier, que ce soit une banque ou tout établissement financier non bancaire. Je pense notamment aux assureurs, aux mutualistes, ou alors tout prestataire de paiement, ou prestataire de services de paiement. Et quand on regarde le paysage des systèmes de paiement, on constate qu'il y a une forte évolution et une rapide évolution de ces systèmes, notamment durant les dernières années. Cette évolution est menée principalement par ce qu'on appelle les fintechs, qui ont en fait cette capacité à apporter des solutions innovantes d'une manière agile. Ces solutions deviennent par la suite les nouveaux standards du marché. Et ça vient challenger les solutions existantes, ça vient challenger également les systèmes financiers classiques existants. Quand on regarde également les chiffres, on constate qu'il y a une forte croissance sur le nombre et le volume des transactions de paiement. Et cette croissance peut être expliquée et justifiée par plusieurs arguments. Il y a tout d'abord la vague de modernisation. On voit plusieurs entreprises, plusieurs organisations, financières ou pas, lancer des programmes de transformation. Et ces programmes de transformation vont mettre en place des nouvelles technologies, des nouvelles solutions, des nouveaux services plus modernes, plus intégrés, souvent plus connectés. Et donc, c'est également l'occasion pour mettre en place ou pour intégrer les systèmes de paiement. Donc, ça accélère l'adoption à ce niveau-là. On voit également l'apparition de nouveaux types de paiements. Je pense notamment au paiement instantané, et je vais en parler juste après. Il y a également l'apparition des monnaies numériques. Euh, Ce qu'on constate, c'est qu'il y a plus de 100 banques centrales dans le monde qui envisagent de lancer leur propre monnaie numérique. Il y en a actuellement une dizaine de banques centrales qui l'ont déjà réellement implémenté et ça existe déjà. Euh, Cette croissance a été aussi accélérée par l'émergence de nouvelles technologies. Et je pense notamment à tout ce qui est paiement sans contact, où on peut facilement payer avec son téléphone ou avec sa montre connectée. Donc ça facilite encore plus l'intégration et l'expérience client. Et on a également l'apparition de nouveaux terminaux qui sont plus faciles à mettre en place et on les voit de plus en plus chez les marchands, chez les commerciaux, ainsi de suite. Et ça facilite encore plus, quelque part, ça démocratise l'accès à cette nouvelle technologie. Et cette tendance a été encore plus accélérée depuis la pandémie du Covid. Et puis enfin, on voit également une facilité d'intégration de ces systèmes de paiement. Maintenant, n'importe qui ou presque peut, via une page web, il peut l'intégrer dans son site web ou sur son application et il peut directement, en quelques clics, en quelques minutes, avoir un système de paiement intégré dans son système d'information grâce aux banques qui mettent à disposition ce type de solution et qui facilitent l'intégration. Donc voilà, globalement, quand on regarde le paysage, il y a une forte adoption, euh, une forte évolution et surtout un volume croissant en termes de volume en termes de transactions de paiement. Et en fait, ça va créer un challenge sur les établissements financiers, ça va surtout créer un challenge pour les banques. Parce qu'en fait, d'un côté, on a
Les clients qui sont de plus en plus exigeants, qui s'attendent à avoir l'expérience client la plus fluide, la plus rapide et la plus immédiate. Donc les banques doivent constamment évoluer, euh, apporter des nouvelles solutions innovantes pour accompagner cette nouvelle demande, pour rester compétitif ou pour garder une part du marché. Mais de l'autre côté, on sait que les banques ont des systèmes financiers existants qui ne peuvent pas évoluer du jour au lendemain. En moyenne, une application bancaire a une durée de vie de 14 ans. Donc on ne peut pas les changer du jour au lendemain. Les banques doivent constamment faire évoluer ces infrastructures et ces solutions déjà existantes et mises en place. Ils doivent les mettre à niveau. Et c'est là où on commence à avoir ce duel et ce challenge où d'un côté, on doit devoir innover pour rester compétitif, mais de l'autre côté, on doit faire évoluer les solutions existantes. Et quelque part, c'est une solution, enfin, c'est jamais l'un ou l'autre en fait. Il faut trouver le compromis, le bon compromis, il faut placer le bon curseur au bon endroit. Regardons maintenant les systèmes de paiement instantanés parce que finalement c'est la tendance du marché et on les voit se généraliser de plus en plus. Euh, le paiement instantané, c'est un type de paiement où les fonds sont disponibles immédiatement au bout de quelques secondes pour le bénéficiaire. C'est-à-dire je suis un émetteur d'une transaction. Dès que je lance ma transaction, les fonds sont au bout de quelques secondes disponibles pour le bénéficiaire. Pour que cette transaction soit réalisée en quelques secondes, les banques, ma banque ainsi que la banque du bénéficiaire doivent traiter cette transaction en temps réel. Donc je vous laisse imaginer la charge et la pression additionnelle que ça va créer et ce que ça va mettre sur les établissements et sur les systèmes de paiement qui existent actuellement. De l'autre côté, quand on regarde les chiffres, le marché des paiements instantanés dans le monde était de l'ordre de 17 milliards de dollars en 2022. Une étude du Grand View Research qui date de 2022 montre que ce marché va continuer de croître de l'ordre de 35% entre 2023 et 2040. Donc vous pouvez imaginer le marché que ça va donner d'ici moins de 10 ans. De l'autre côté, quand on regarde les investissements en informatique qui sont faits par les établissements financiers, on constate qu'en 2022, les banques ont investi pas loin de 2 milliards de dollars sur des nouvelles technologies pour adopter les paiements instantanés. En 2030, ça sera pas loin de 10 milliards de dollars pour justement mettre en place ces solutions. Donc ce qu'on voit, la tendance est que les établissements financiers, les banques investissent significativement pour mettre en place ces nouvelles technologies, pour les adopter et pour les mettre à disposition des clients. D'un autre côté, quand on regarde les cas d'usage, en fait, ça concerne tout le monde. Ça concerne les paiements d'un particulier à un particulier, ça concerne les paiements de B2C, mais également le B2B. Et l'exemple que j'ai en tête, que j'aimerais partager avec vous, c'est le passage ou l'utilisation des tickets restaurants et le passage qu'on a eu vers les cartes restaurants. En fait, on a tous constaté que c'était une expérience plus fluide et ça a amélioré quelque part notre quotidien. Mais je pense que l'impact, il est encore plus important pour les restaurateurs. Imaginez un restaurateur qui prenait uniquement les tickets restaurants, donc il ne pouvait les encaisser qu'une fois par semaine, voire une fois par mois. Maintenant, avec les cartes restaurants, il peut avoir les fonds disponibles quasiment immédiatement. Donc c'est un vrai changement de fonctionnement pour la gestion du cash flow ou pour la gestion de sa trésorerie. Maintenant, quand on regarde la transaction de paiement, souvent quand on fait son paiement avec sa carte bancaire sur le terminal, ça se passe tellement vite, en 1 ou 2 secondes, on a l'impression que ça se passe sur le terminal lui-même. Mais en réalité, il se passe beaucoup de choses derrière. On est un client, et il fait son paiement, donc il paye son marchand. Donc le marchand, ça peut être une course sur Uber, ça peut être un achat d'un article sur Amazon ou toute autre chose. Dès qu'on a fait ce paiement, la transaction ou les informations de la transaction sont transmises vers la passerelle de paiement. Cette passerelle de paiement, elle va communiquer toutes ces informations à la banque de l'acquéreur. En l'occurrence, c'est la banque du marchand. La banque du marchand va à son tour communiquer ces informations au réseau de cartes. Ça peut être Visa, Mastercard ou autre. Et le réseau de cartes va transmettre enfin ces informations à la banque de l'émetteur. Donc la banque du client finalement, ça peut être Société Générale, Crédit Agricole ou toute autre banque.
Et c'est la banque de l'émetteur qui peut valider ou pas la transaction en fonction de plusieurs critères, si par exemple il y a les fonds ou il n'y a pas les fonds, ainsi de suite. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il se passe beaucoup de choses pendant le temps qu'on attend la transaction qui est en cours d'être validée. Et toutes ces étapes-là doivent être traitées d'une manière rapide, efficace et surtout sécurisée. Avec ma collègue Rim, tout à l'heure, elle va aller un peu plus de détails. Et dans les détails, elle va montrer quelques composants technologiques qui pourraient être utilisés pour améliorer la sécurité. Et justement, concernant la sécurité, en fait, la sécurité des données de paiement n'est pas seulement un souhait, n'est pas seulement une demande, mais c'est un prérequis qui est essentiel. C'est important, notamment quand on regarde ça par rapport à l'augmentation des incidents qui sont liés à la fraude. Et donc, à ce propos, les banques doivent non seulement mettre en place la sécurité et l'intégrité des données, mais ils doivent également rester compliant et en conformité avec les exigences du marché. Je pense notamment à tout ce qui est standard du marché, tels que PCI DSS, entre autres. Il ne faut pas oublier également que les systèmes financiers, en tout cas l'industrie de la finance, c'est une industrie qui est fortement régulée. Donc il y a des régulateurs qui vont mettre à jour des nouvelles lois et qui vont constamment la faire évoluer. Je pense notamment aux régulateurs qui soient européens ou locaux, donc la BCE, le BA ou même la CPR en local. Et donc, ils vont constamment sortir des nouvelles normes. Je pense par exemple à l'ISO 20022, qui va être non seulement une question de conformité, mais ça va apporter un vrai changement de paradigme pour les établissements financiers qui font du paiement en temps réel. Et puis, pour la mettre en place de la sécurité, bien sûr, ça nécessite une technologie particulière, du matériel particulier, et donc des compétences particulières. Soit ces compétences, on les forme en interne, soit on va les chercher ailleurs. Et donc, tout ça va demander un investissement additionnel auprès des banques. Donc, ce qu'on voit quand on regarde le constat général, c'est qu'il y a une forte évolution, une forte volumétrie d'un point de vue volume de données. Et puis, il y a des exigences de la réglementation, les régulateurs, les standards du marché, ainsi de suite. Et tout ça va encore mettre plus de challenge pour l'adoption de ces nouvelles technologies, pour la mise en place des systèmes de paiement modernes pour les établissements financiers et pour les banques. Et c'est là on va regarder comment le cloud peut aider à surmonter une bonne partie de ces challenges. En fait, le cloud, par définition, peut être considéré comme un accélérateur de la transformation d'une entreprise. Et je pense que c'est encore le vrai pour la modernisation et la transformation des systèmes de paiement. Et ça, on peut l'expliquer de plusieurs manières. En fait, on a tout d'abord un ensemble de services qui sont disponibles sur étagère et que vous pouvez utiliser en quelques clics ou les intégrer avec des API pour pouvoir les utiliser par la suite, que ce soit pour la sécurité de vos environnements ou pour l'intégration des solutions de paiement. Je pense notamment à une solution telle que Amazon Fraud Detector, qui est une solution basée sur l'intelligence artificielle et qui vous permet de l'intégrer facilement dans votre workflow ou votre process de paiement pour vérifier si la transaction elle est considérée comme une fraude ou pas. Le cloud AWS vous permet également de créer une infrastructure qui est non seulement disponible et résiliente, mais qui est surtout évolutive en fonction de la charge que vous allez recevoir. Donc la charge que vous allez recevoir pour les systèmes de paiement le midi n'est pas la même que la nuit ou que le week-end. Et donc avec le cloud, on a cette capacité d'adaptation et d'élasticité pour mieux absorber cette charge. On va pouvoir mettre en place ces solutions rapidement et facilement. Donc, souvent en utilisant les principes de l'infrastructure as code, en utilisant des API, en utilisant des services managés. Donc, vous déléguez la gestion de l'infrastructure au cloud provider et vous vous concentrez uniquement sur votre métier parce que c'est là où vous apportez le plus de valeur ajoutée. Donc, ça va vous permettre d'accélérer le rythme de mise sur le marché et ça va permettre d'accélérer le time to market. On peut mettre également toute une plateforme de gestion de paiement. On parle alors des
plateformes ou des couches d'orchestration, et je vais en parler juste après. Et en fin de compte, le cloud vous permettra surtout d'améliorer ou d'accélérer votre agilité, de pouvoir innover plus facilement, itérer plus rapidement, tester, innover. Si ça marche, vous passez à l'échelle. Si ça ne marche pas, vous passez à l'idée suivante. Et par rapport au système de paiement, en fait, on peut créer toute une plateforme d'orchestration qui peut s'appuyer sur plusieurs composants, que soit vous développez vous en interne, soit vous utilisez des services managés d'AWS, ou alors vous utilisez des services externes. Et en fait, avec cette plateforme, il y aura un seul point d'entrée qui va recevoir les transactions de paiement. Et ensuite, vous allez définir des règles de routage. Et ces règles de routage peuvent avoir plusieurs critères. Donc, vous pouvez dire, dès que je reçois la requête de la transaction de paiement, je peux la router, par exemple, vers tel service ou tel prestataire parce qu'à l'instant T, c'est le moins cher. Ou alors, à l'instant T, c'est le plus rapide. Et donc, ce type de mécanisme ou ce type de plateforme vous permet déjà d'avoir plus de choix. Et surtout, ça vous permettra d'offrir plus de solutions de paiement à votre client, notamment si vous pensez à une globalisation de votre solution de paiement, une globalisation de vos services. D'un point de vue solution d'AWS, il y en a plusieurs. Je pense qu'on va citer quelques-uns tout à l'heure avec RIM, mais je voulais surtout mentionner 2 ou 3 solutions qui seront clés pour la construction de tout type de solutions de paiement. Je pense notamment à AWS Step Functions, qui est une solution qui vous permet d'orchestrer un workflow avec plusieurs composants et avec lesquels vous pouvez les faire exécuter un traitement dans un ordre particulier. Souvent, on est sur des traitements événementiels, donc on a une solution telle que Amazon Event Bridge qui vous permet de traiter les événements à l'échelle. Et puis, il y a sûrement à un moment donné une question de file d'attente à gérer, donc on a également Amazon MSK qui peut être utilisé dans ce cas aussi. Je vais passer la main à ma collègue Rim qui va aller un peu plus de détails et va vous expliquer quelques notions un peu plus techniques. Donc, bonjour à tous, je suis Rim Zafouri, architecte de solutions chez AWS dans le secteur des services financiers. Nous avons vu tout à l'heure avec Abderrahim les différentes entités qui sont, dans les paiements, qui sont impliquées dans les paiements instantanés. On va maintenant s'intéresser un peu à ce qui se passe derrière et aux échanges qui se passent entre ces différentes entités. Alors tout d'abord, nous avons le titulaire qui va insérer sa carte dans le terminal du commerçant. Donc c'est le titulaire à qui appartient la carte bancaire. Ici, derrière, on aura des opérations de cryptographie, donc un chiffrement de points de vente. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi le chiffrement de point-to-point. Et ce chiffrement va permettre de sécuriser les données qui sont partagées par la carte dans le terminal du commerçant. Nous avons aussi le chiffrement du numéro d'identification personnelle. Ensuite, la prochaine étape, ça sera la demande d'autorisation. Donc, comme l'a montré tout à l'heure Abderrahim, on a une passerelle de paiement qu'on appelle ici le gateway du paiement. Là encore, on va avoir des technologies derrière pour le traitement de la transaction, la traduction du numéro d'identification personnelle. Et ensuite, on va avoir cette demande qui sera reçue par les banques acquéreurs, donc les banques du commerçant. Là aussi, on va avoir la traduction du NIP, donc le numéro d'identification personnelle, ainsi que le déchiffrement des données. Et enfin, on va transmettre la demande d'autorisation aux banques émettrices, donc le banque du titulaire. Et ici, on va avoir la validation du numéro d'identification personnelle et pour approuver la transaction. Donc, comme on peut le voir, tout au long du processus, il y a plusieurs échanges et plusieurs processus de chiffrement et de déchiffrement des données. Donc, tout au long de ce processus, nous avons beaucoup de stockage, d'échanges et de gestion de ces clés de chiffrement. Donc, comme on peut l'imaginer, ça fait beaucoup de gestion à l'opérateur pour bien gérer la sécurisation des données tout au long du processus. C'est pourquoi nous avons annoncé l'année dernière un nouveau service qui va permettre aux opérateurs de paiement, donc les banques émettrices, les banques du commerçant, à aider avec les opérations de chiffrement. Donc, le service d'AWS Payment Cryptography va fournir un accès simplifié aux fonctions cryptographiques et à la gestion des clés utilisées dans le traitement des paiements, conformément aux normes de l'industrie des cartes de paiement PCI. Donc, les avantages de ces services, ça va être une mise à l'échelle simplifiée, une charge de conformité réduite, des économies de coûts, une haute disponibilité
un échange de clés électroniques et une prise en charge des chiffrements. Donc, si vous êtes intéressé pour en savoir un peu plus par rapport à ce service, je vous invite à scanner le code QR du haut pour des exemples de code qui utilisent paiement de cryptographie. Et je vous invite aussi à scanner le code du bas pour un exemple de workshop qui utilise ce service. Donc maintenant, on va regarder un exemple d'implémentation de tous ces services. Donc Abderrahim a mentionné tout à l'heure Fraud Detector qui va nous permettre d'analyser la fraude pour les données de paiement. Donc cette fois, on va faire un scénario avec un exemple d'analyse de fraude, mais cette fois, le client veut un peu plus de contrôle et de granularité. Donc pour cela, on va imaginer une situation où on a un nouveau service de traitement des paiements qui est très populaire avec de nombreux nouveaux commerçants qui s'inscrivent tous les mois. Et on veut savoir comment surveiller et détecter les actions frauduleuses. On veut prendre en considération quelques points. Donc d'abord, on va vouloir une architecture pilotée par les événements, ce que l'on appelle Event-Driven Architecture. On veut aussi savoir quelle action entreprendre en fonction des résultats du modèle, que ce soit une action frauduleuse ou une action non frauduleuse. Et on veut aussi savoir comment notifier le commerçant d'une fraude potentielle. Donc pour cela, regardons un use case d'architecture dans le cloud. À l'entrée, ici, nous allons avoir toutes les transactions entrantes qui vont passer par l'application de traitement de paiement. Donc, cette application de traitement de paiement, ça va être l'application qui va intégrer toutes les transactions entrantes des différentes interactions. Et ensuite, on va vouloir entraîner un modèle d'apprentissage sur ces transactions qui entrent. Donc, la première étape pour ça, c'est on va vouloir stocker ces transactions dans une sorte de structure de données. Donc, pour cela, on va ingérer les données de transaction et on va les stocker dans un bucket Amazon S3. Donc Amazon S3, c'est le service de stockage de fichiers qui permet de stocker plusieurs données, de gros volumes de données. Et on va appeler ce bucket le bucket d'ingestion de données. Ensuite, on va vouloir enrichir ces données. Donc on va passer par AWS Glue, qui est un service de transformation de données. Et quand on dit enrichir les données, à quoi ça ressemble? Ça peut être différentes choses. Ça peut être soit retirer des données entrantes, par exemple les données à identité personnelle, soit aussi ça peut être ajouter une autre source de données pour compléter le premier bucket de S3. Et ensuite, on va aussi stocker ces données enrichies dans un autre bucket d'Amazon S3 qu'on va appeler le bucket de données enrichies. Ensuite, c'est là où on va s'intéresser à Amazon SageMaker. Donc, Amazon SageMaker, ça va être le service qui comprend tout ce qui est machine learning et intelligence artificielle. Donc, on va vouloir entraîner avec un modèle d'apprentissage sur SageMaker. L'avantage de SageMaker, c'est que c'est aussi un service géré. Donc, on peut avoir ici nos data scientists ou les ingénieurs de données qui vont soit ramener leur propre modèle et l'entraîner sur SageMaker, mais il y a aussi la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un notebook sur SageMaker. Et donc là, on pourra directement utiliser des modèles qui existent déjà. Et l'avantage, c'est que ça va tourner automatiquement et on pourra directement entraîner les données qui existent sur notre bucket. Ensuite, une fois le modèle choisi, on va avoir plusieurs résultats. Donc, comme je disais tout à l'heure, soit c'est un cas de fraude, soit c'est un cas potentiel de fraude, ou alors c'est une action frauduleuse. Donc, en fonction de la réponse, on va avoir en amont une fonction lambda. Donc, on disait tout à l'heure qu'on veut une architecture orientée vers les événements. Donc, les résultats de notre SageMaker va enclencher lambda, qui ensuite pourra envoyer la notification à Amazon SNS. Donc Lambda, c'est le service de fonction qui permet d'exécuter du code dans le cloud sans gérer l'infrastructure. Et Amazon SNS, ça va être notre service de notification qui pourra envoyer la notification soit à une autre application en amont, soit directement via un email ou SMS à notre client. Donc ça, c'est un exemple d'architecture pour l'analyse de fraude dans le cas des paiements. Si vous voulez en savoir plus, il y a aussi le code QR pour le blog post avec l'architecture dessus. Donc maintenant, je veux vous parler de quelques exemples de plateformes de paiement instantané de nos clients. Alors tout d'abord, chez les Américains, nous avons Goldman Sachs qui voulait créer une plateforme pour un service de banque transactionnelle pour leur secteur, pour leur service de trésorerie. Et donc, les contraintes de Goldman Sachs, c'est qu'ils voulaient une solution complètement native au cloud.
et ils voulaient mettre le service de paiement au plus vite au marché. Donc, grâce au service AWS, Goldman Sachs a pu utiliser 30 services AWS et a pu mettre au marché en 16 mois la nouvelle plateforme. Et avec cela, la responsable de l'ingénierie des plateformes de Goldman Sachs, Miruna Stratton, a dit « Notre plateforme basée sur le cloud intègre plus de 30 services AWS et le résultat est une nouvelle fonctionnalité qui aurait été trop encombrante à mettre en œuvre ou tout simplement impossible dans le passé. » Un peu plus proche, en Angleterre, nous avons le client Standard Chartered qui a migré son système de paiement STPay sur AWS. Donc STPay, c'est un système de paiement de paiement réel et instantané sur l'application de la banque. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on a ici en France avec Lydia. Et Standard Chartered voulait avoir plus de transactions par minute et voulait augmenter la haute disponibilité de cette plateforme. Donc, en utilisant les services AWS, ils ont pu passer de 150 transactions par seconde à 2500 transactions. Et le Chief Technology Officer de la banque a dit « Adopter une approche cloud first rend réel notre vision pour les services financiers de nouvelle génération, comme la banque virtuelle, les paiements de nouvelle génération, la banque ouverte et la banque en tant que service. » Et enfin, on a aussi l'avantage aujourd'hui d'avoir Nicolas Bordes, donc c'est notre représentant de Trésor, qui est une filiale du groupe Société Générale. Et donc, je passe la parole à Nicolas qui veut nous parler un peu de son histoire. Merci. Merci, Rim. Donc, je suis Nicolas Borde, Solution Architect chez Trésor depuis 4 ans maintenant. Qu'est-ce que c'est Trésor? Trésor, c'est la fintech des fintechs. C'est une plateforme qui permet à nos clients d'avoir accès à des API sur un monde qui avant n'en avait pas, le monde de la banque. On propose à nos clients de gérer tout le cycle de vie d'un client. On va vérifier son identité, on va tenir son compte, on va lui donner des moyens de paiement comme une carte. On va lui permettre de recevoir de l'argent via des virements, des prélèvements, des virements instantanés aussi. Et on va mettre des API devant tout ça. Nos clients, c'est des fintechs qui sont de tout univers, des fintechs qui s'adressent à des clients en B2C, en B2B. On a également n'importe quelle entreprise qui voudrait rajouter des services financiers dans son application, une application de comptabilité dans laquelle on voudrait automatiser les virements, par exemple. Tout ça, c'est des choses que Trésor permet de faire grâce à sa plateforme. Si on revient un petit peu dans l'histoire, l'histoire elle commence du coup en 2015, la création de Trésor. Très rapidement, on est devenu membre principal du réseau Mastercard, ce qui nous permet du coup d'émettre des cartes Mastercard, mais également des cartes Visa. On a ensuite le passporting de notre agrément, parce que nous sommes agréés par l'ACPR en France, qui est l'autorité, l'organe de régulation des banques, et notre licence nous a été passeportée dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, ce qui nous permet de venir opérer les mêmes services qu'on opère en France pour nos clients, mais dans chacun des pays pour pouvoir accompagner nos clients à l'international. En 2019, tout s'accélère, on est acquis par Société Générale et on va pouvoir commencer à travailler sur une transformation sur le cloud qu'on a terminée en 2023 pour avoir notre plateforme qu'on a aujourd'hui. Cette plateforme, elle permet de faire quoi? Elle supporte quoi? Elle supporte 2,5 millions de cartes actives. On en a émis en tout plus de 5 millions. Elle va supporter beaucoup de transactions tous les jours. On parlait tout à l'heure avec Abderrahim des tickets restaurants et je pense que vous mangez tous le midi comme moi. Et du coup, on décide tous de manger au même moment. Et donc, on va traiter plus de 530 000 transactions cartes par jour. En plus des virements et des prélèvements que nos clients peuvent avoir, en termes de flux financiers, ça représente 1,7 milliard d'euros par mois qui rentrent, qui sortent de la plateforme. Et évidemment, comme on est une API, nos clients nous font pas mal de requêtes et on a plus de 5 millions de requêtes chaque mois sur notre API. On a décidé de migrer et du coup on avait plusieurs challenges en fait à résoudre. Le premier c'est qu'on voulait quand même si on mixe qu'on veut se moderniser. On veut également améliorer la résilience parce qu'on est une banque et je pense que personne n'a envie d'avoir ses données sur une plateforme qui peut tomber à tout moment, surtout quand il s'agit de son argent. On avait besoin également d'augmenter notre scalabilité. Comme on dit, on a des clients qui sont en B2C, qui vont s'adresser avec une offre à certains types de clients. On a qui vont par exemple des titres restaurants, donc on va avoir une grosse activité le midi. Puis on a des fintechs qui vont s'adresser à des professionnels qui vont typiquement devoir gérer des prélèvements,
URSSAF, impôts, etc., ou des versements de salaire, donc des gros pics d'activité sur la partie pré-prélèvement en début, en fin de mois. Bref, en fait, on ne sait pas ce que nos clients ils font, on ne sait pas quand c'est qu'ils vont le faire, et par contre, nous, on doit toujours être au rendez-vous pour être au top niveau. On a également besoin de pouvoir avoir une capacité d'analyse de nos données parce qu'on est régulé. Quand on est régulé, on doit faire des reporting. Et quand on est régulé dans plusieurs pays, on doit faire des reporting dans chaque pays. Donc, on a besoin d'avoir une capacité de pouvoir agréger toute cette donnée-là, de la requêter, de pouvoir sortir ce qu'on veut par rapport aux besoins et aux demandes des régulateurs de chaque pays. Et aussi, Trésor, ça a grandi. Aujourd'hui, on a plus de 250 collaborateurs et on a besoin de fournir à ces collaborateurs un environnement, une plateforme dans laquelle ils vont pouvoir innover, ils vont pouvoir déployer, ils vont pouvoir créer simplement, facilement. Donc, on essaie aussi de penser la plateforme dans notre migration pour qu'elle soit le plus simple à gérer pour nos équipes. Pourquoi est-ce qu'on a choisi du coup AWS et comment est-ce qu'on s'y est pris? On a fait une migration lift and shift. Généralement, ce qu'on va faire, on a une infra on-prem, on a des VM, on les prend, on les met sur AWS. Mais nous, on essaie d'être un petit peu plus smart. On a fait du lift and shift and beautify. On a essayé de moderniser par opportunité. On a regardé ce qu'on avait. Typiquement, on avait un gros monolithe PHP. Et on s'est dit, OK, est-ce qu'on pourrait pas peut-être le mettre dans une fonction lambda, par exemple? Est-ce que c'est compliqué à faire? Est-ce que ça demande beaucoup de travail? Vu que ça ne demandait pas beaucoup, on l'a fait. Et donc, on a pu migrer, on a pu moderniser comme ça par opportunité. On va également massivement utiliser des services managés. Pourquoi? Parce que service managé, c'est résilient, c'est scalable, on paye quand on en a besoin, quand on n'a pas besoin, on ne paye pas, pardon, et du coup, ça nous va très bien dans notre approche. Évidemment, on a un prisme excessivement tourné vers du serverless. Là, c'est aussi pour des contraintes de scalabilité, de résilience, mais aussi de sécurité. Le modèle de responsabilité d'AWS sur la partie serverless fait qu'on a moins de choses à gérer et AWS a plus de choses à gérer, ce qui nous va très bien. On a été assez transparent avec les équipes IT. On leur a dit, utilisez les services AWS, mettez-les vraiment dans vos applications, mettez-les dans votre code. N'ayez pas peur de faire des appels API au service AWS. C'est fait pour. Et on a préféré comme ça accélérer notre migration. Notre stratégie de migration. Alors, ça a été basé sur de la lambda. Mais on n'allait pas d'abord migrer notre compute. Donc on est parti de notre infra on-prem. On s'est dit, c'est quoi l'élément le plus critique pour nous, une banque? Ça va être nos données. Donc, tout de suite, on s'est dit, OK, il faut qu'on aille migrer notre base de données, qui était une base de données SQL. On allait la mettre du coup sur RDS. En la mettant sur RDS, donc on avait notre infra on-prem, RDS de l'autre côté, il faut quand même faire une connexion entre les deux. On est parti pour mettre un VPN entre les deux. Alors, les plus techniques d'entre vous vont tout de suite surgir, vont dire oui, mais si on fait ça, ça augmente les temps de réponse, la latence, etc. Oui, vous avez raison. Mais par contre, avec RDS, on peut créer en un clic des réplicas pour avoir une meilleure scalabilité. En un clic, on peut faire un snapshot. En un clic, on peut exporter les données sur S3. Et en 2 clics, on peut avoir un réplica dans une autre région pour vraiment sécuriser nos données. Donc, ça vaut bien 50 millisecondes de plus pendant un certain temps. Ensuite, on a décidé de migrer du coup nos flux, toutes nos requêtes API. Et pour ça, on a utilisé Amazon API Gateway. Donc, c'est un service qui va permettre de pouvoir traiter des requêtes et derrière les envoyer à différents services AWS. Et là, dans notre cas, on a refait passer les requêtes pour que ça reparte sur notre infra on-prem. Nos clients, ils n'ont rien vu parce que la migration était en 0 de downtime. Et nous, ça nous a permis de pouvoir commencer un petit peu à travailler derrière en allant migrer justement endpoint par endpoint en envoyant le flux du coup sur des fonctions lambda. On a pu comme ça tester si ça marchait, si ça répondait à notre besoin, si ça passait à l'échelle, si la technologie, bref, qu'on a utilisée pour faire tourner du PHP dans une lambda, ça marchait bien. Et puis petit à petit, comme ça, on a pu migrer tous nos flux et on a pu à la fin éteindre notre infrastructure on-prem. La finalité de la migration, ça a quand même été de diviser par 2,5 les temps de réponse de notre API, ce qui est quand même pas mal. On a diminué nos interventions en astreinte, on les a divisées par 3. Et les temps de réponse sur les timeouts, c'est-à-dire les problèmes qu'on peut avoir quand on fait une opération par carte, ou comme l'a présenté tout à l'heure Abderrahim,
il faut quand même aller très vite. Nous, on était sur le schéma qu'on a vu tout à l'heure, plutôt la banque émettrice. Il faut qu'on réponde. On les a divisés on a diminué de 90% les fois où on n'arrivait pas à répondre par manque de temps parce que notre infrastructure on-prem était beaucoup trop saturée. Voilà, j'ai un petit peu le résumé de ce que je vous ai dit un petit peu en avance. Une fois qu'on a migré, on s'est dit, OK, maintenant, est-ce qu'on peut pas moderniser autre chose? Et on a décidé de s'attaquer au plus critique pour nous, c'est le système de traitement des autorisations de cartes. C'est un système qui est extrêmement critique, parce que comme on l'a dit, beaucoup de besoin d'énorme scalabilité, besoin de répondre très vite, et besoin du coup de pouvoir notifier en fait en temps réel nos utilisateurs. Parce on vit dans un monde où quand on paye, on est habitué à recevoir la notification tout de suite après. Si on la reçoit 3 heures après, on perd un petit peu de son intérêt. Sauf que quand on reçoit des centaines de milliers de transactions dans un temps très court, il faut le temps de tout ingérer, de tout stocker, de tout traiter. Alors, je vais vous amener un petit peu dans le cycle de vie d'une transaction de carte. Donc là, on est, encore une fois, sur le schéma tout à l'heure, au niveau de la banque émettrice. On a passé toutes les étapes d'avant, etc. Et donc, tout va commencer par le processeur carte, donc qui va être le service qui va faire ce que présentait Rim tout à l'heure, la vérification de l'identifiant de l'utilisateur, son code PIN. Une fois que tout ça c'est fait, la requête elle va du coup arriver chez nous, évidemment sur une API Gateway, on aime bien le serverless. Ça va déclencher une fonction lambda chez nous, et cette fonction lambda là, on a une capacité chez Trezor, c'est de pouvoir demander à nos clients, est-ce que vous êtes d'accord avec cette transaction carte? Est-ce que tu es d'accord, toi FinTech, pour que ton client il fasse cette transaction carte? C'est une fonctionnalité qu'on a qui permet en fait à nos clients de venir implémenter tout un tas de règles métiers qui sont liées aux nouveaux usages qu'on peut avoir, des dépenses de mobilité qui doivent être restreintes chez certains types de marchands, à certaines heures par exemple, ou ce genre de choses-là. Donc on envoie ça chez notre client. Notre client nous répond, et là, il va falloir qu'on commence à faire pas mal de choses chez nous. Pour ça, on va utiliser donc SNS qui va permettre d'envoyer le message à une file SQS et également FireHose. FireHose va nous permettre de vraiment pouvoir stocker, de pouvoir traiter l'événement brut, et SQS va permettre de pouvoir mettre en queue cet événement-là pour pouvoir commencer à le traiter par une fonction lambda, vous m'avez vu venir, qui va du coup stocker ça dans notre base Aurora. Donc là, je me retrouve avec ma donnée qui est dans Aurora, ma donnée qui est dans FireHose. Ce que je vais faire de FireHose, je vais aller écrire ça dans Amazon S3, et ma donnée d'Aurora, je vais aussi écrire dans Amazon S3 via Database Migration Service. À la fin, je me retrouve donc dans mon bucket S3 avec mon événement brut qui a été transité par FireHose et puis la donnée qui a été réellement traitée et sauvegardée dans ma base de données. Et donc, je vais pouvoir, via Athena, faire une requête pour m'assurer que tous les événements que j'ai qui ont transité, je les ai bien traités, je les ai bien ingérés dans ma base de données. Ça nous a permis quand même d'avoir de bons gains de performance, parce qu'on est passé de 3 heures à 500 millisecondes pour faire ça, ce qui est quand même pas mal. Mais surtout, on a gagné en fait en capacité de rejeu, parce qu'évidemment, tout plante tout le temps, et donc on a besoin de pouvoir rejouer, de pouvoir reprendre dès qu'il y a une erreur, de pouvoir réinjecter un événement spécifique, et donc ça nous a permis de pouvoir monitorer en temps réel via Athena. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas? Et de tout de suite pouvoir réinjecter les événements pour qu'ils soient à nouveau traités dans le système. Si vous deviez retenir ce qu'on a fait, on a divisé par 2,5 nos temps de réponse, on a divisé par 3 nos interventions en astreinte, on a réduit de 90% nos timeouts sur les autorisations de cartes, on a augmenté notre résilience, et donc on a augmenté aussi la sécurité de votre argent chez nous. ce qui est quand même pas mal. Ça nous a permis également d'aller sur AWS, ça nous a permis de pouvoir avoir plus facilement des certifications de sécurité, en tout cas de prouver vraiment la fiabilité, la sécurité de notre infrastructure, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont gérées par AWS. Et puis quand même, le truc qui est plutôt sympa, on a mis une banque dans une fonction lambda. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'on a fait chez Trezor pour finir notre migration. Super. Merci beaucoup, Nicolas. Très intéressant. Faut l'applaudir. Très intéressant et très inspirant, et surtout mettre une banque dans une lambda, c'est vraiment la classe. Donc, comme vous l'avez constaté, on vous a partagé durant cette session quelques
quelques références, quelques schémas d'architecture, quelques bonnes pratiques. On vous a partagé également quelques QR codes, n'hésitez pas à les regarder. Et puis si vous avez d'autres cas d'usage que vous avez en tête, n'hésitez pas à venir nous voir, on sera disponible juste après cette session. De mon côté, je n'ai plus qu'à vous remercier, mais juste avant ça, je pense que ce slide, vous l'avez vu à plusieurs reprises aujourd'hui. C'est une plateforme de formation, donc le point de départ de toute transformation, c'est la formation. Donc c'est une formation sur laquelle vous avez des centaines de cours qui sont disponibles, n'hésitez pas à les utiliser, ils sont mis à votre disposition. Et de mon côté, je n'ai plus qu'à vous remercier pour votre temps, votre écoute. Je vous mettrai également à disposition un QR code pour nous partager votre feedback. Si vous avez aimé cette session, n'hésitez pas à mettre une note de 5. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les partager. Des feedbacks, pareil, c'est également. Merci beaucoup et peut-être à bientôt.